Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 42 le 1er avril 2025 et elle sera mise en ligne dans quelques jours. Je voudrais annoncer ici que dans quelques mois, le format de mes vidéos changera et que je compte faire participer à mes vidéos diverses personnalités qui ont été ou qui sont toujours particulièrement actives dans la défense du français dans leurs sphères d'activité respectives. Je pense notamment à un ex-ambassadeur aujourd'hui à la retraite, à des professeurs d'université de mon réseau de contacts, des écrivains, des essayistes, des politiciens et peut-être aussi d'anciens militaires de carrière. Ces entretiens seront sous la forme de vidéoconférences de 30 minutes environ. Je passe maintenant aux actualités. La première nouvelle nous vient d'un groupe de 3 pays africains, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont signifié à l'OIF, ou Organisation internationale de la francophonie, qu'ils n'en faisaient plus partie. Il faut ici se rendre compte que cette décision n'a pas pour but de combattre la langue française dans les pays concernés, mais plutôt de s'ériger contre la politique africaine désastreuse de la France conduite par Emmanuel Macron, qui recherche à travers cette organisation à exercer un pouvoir économique et politique sur ces 3 pays qui ont d'ailleurs demandé au gouvernement français d'évacuer les bases militaires françaises qui y étaient présentes. Il faut aussi dire que l'attitude bienveillante du gouvernement français vis-à-vis du Rwanda, devenu officiellement anglophone et qui perpétue une guerre d'agression en République démocratique du Congo, riche en ressources minérales, pour justement se les approprier, avec l'appui de l'Angleterre et des États-Unis, cela discrédite le rôle que devrait tenir la France au sein de l'OIF et qui demeure d'ailleurs son principal bailleur de fonds. La deuxième nouvelle est la réaction du porte-parole de la Maison-Blanche aux propos de Raphaël Glucksmann, un député européen français qui a demandé le rapatriement de la Statue de la Liberté en France suite à ce qu'il considère de la part du locataire actuel de la Maison-Blanche des atteintes aux libertés fondamentales. Je vous fais écouter ici la réaction de la porte-parole. There is now a member of the European Parliament from France who does not think the U.S. represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. Kelly. Ainsi, d'après cette porte-parole, la France ne parle pas allemand grâce au débarquement du 6 juin 1944, qui pourtant ne mettait pas en jeu que des troupes américaines, mais aussi des Britanniques et des Canadiens. Elle semble l'ignorer. Cependant, comme disait Michel Serres, ce philosophe et historien des sciences, on voit infiniment plus d'Anglais dans les rues de Paris actuellement que d'Allemands en 1941 durant l'occupation. La porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas attiré l'attention sur ce qui est plus qu'un détail. Quant à la volonté de parler allemand dans la France occupée, il aurait sans doute fallu du temps pour la généraliser, bien que l'allemand fût effectivement étudié bien avant la Seconde Guerre mondiale par les officiers supérieurs de l'armée française qui avaient besoin de connaître la langue de l'ennemi potentiel depuis la guerre de 1970 et qui aspiraient à sa revanche depuis le traité de Versailles de 1919. Je vous fais découvrir ici un passage du film intitulé « La ligne de démarcation » sorti sur les écrans en 1966. Papiere bitte.
Na ja, geben Sie mir Ihre Papiere, bitte. Je comprends pas. Vous parlez pas allemand? Pas chez moi, non. Monsieur, Appelez-moi mon capitaine. vous n'êtes pas mon capitaine. Non, mon est une abréviation pour monsieur. Je le vous dis, monsieur. Ah oui, mais pas monsieur le capitaine. Monsieur le capitaine. Hein? Vous disiez que vous parlez pas allemand chez vous? Non. De ce côté de la barrière, monsieur le capitaine. Ce n'est plus chez vous. Ça n'est en tout cas pas encore chez vous. Vous voulez voir mes papiers? Natürlich, monsieur le capitaine. Vous allez les voir. Mais après une formalité, vous êtes en uniforme, moi aussi, vous êtes d'un grade inférieur au mien, veuillez rectifier la position. Ich verstehe nicht. Ça veut dire me saluer. Was? Vous allez comprendre. Stillstand! Verflucht noch einmal. So eine Gemeinheit. Das kann Ihnen teuer zu stehen kommen. Tout est en ordre, monsieur le capitaine. J'en suis bien aise. Mais faut visiter valise. Très bien. Là. Ah ben, faites-la porter par un de vos hommes. Moi, je vais rester à l'air. Hermann! Attendez. Les règlements internationaux exigent que la fouille se fasse avec des gants. Je n'insisterai pas pour qu'ils soient blancs, mais je veux des gants. On peut remarquer que les militaires français et ceux des pays de l'OTAN ne connaissent absolument pas la langue russe, ce qui nous fait supposer que la Russie n'a pas été désignée comme étant notre ennemi depuis très longtemps. En dépit des rodomontades d'un Emmanuel Macron ou d'un Starmer anglais qui affirme désormais le contraire. La troisième nouvelle concerne l'accueil des étudiants étrangers en France. En 2013, un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Geneviève Fioraso, avait autorisé les universités publiques à offrir une partie de leur cursus en anglais. L'idée était d'attirer davantage d'étudiants étrangers en France, plus particulièrement les non-francophones. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, analyse les conséquences de cette mesure qui a abouti au résultat exactement inverse de celui qui était attendu. On vient d'apprendre quelles sont les statistiques des étudiants étrangers qui sont venus travailler en France, étudier en France en 2022. Et alors, ces résultats sont à la fois très intéressants et malheureusement très inquiétants, en fait. Voilà. Il faut savoir qu'en 1980, la France était le deuxième pays de destination des étudiants étrangers dans le monde. Le premier, c'était les États-Unis d'Amérique. Le second, c'était la France, justement, en 1980. Je ne remonte pas à l'homme des cavernes. 1980, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. C'était à la fin de la présidence Giscard. On était les deuxièmes du monde pour attirer les étudiants étrangers. En 2017, c'est-à-dire à la fin du mandat de François Hollande, eh bien, on était passé de la 2e à la 4e place, puisqu'il y avait toujours les États-Unis, mais c'était intercalé devant nous le Royaume-Uni et l'Australie. Donc on était tombé au 4e rang. Et on a appris qu'en 2022, c'est les dernières statistiques qui viennent de sortir, elles mettent un petit peu de temps, en 2022, mais nous sommes passés, donc depuis 2017, c'est-à-dire depuis que Macron a pris les commandes de l'État, nous sommes passés de la 4e à la 7e place. Donc c'est une rétrogradation que l'on note absolument dans toutes les statistiques, sur le PIB par habitant, sur toutes les statistiques en fait. La France est en dégringole à toute allure. On est passé de la 4e à la 7e place. Il y a toujours donc les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et ensuite, il y a maintenant le Canada, l'Allemagne et puis la Russie. Il y a même la Russie devant nous. Pourquoi je dis l'Allemagne et même la Russie? Parce que ce sont des pays qui ont des langues qui sont quand même beaucoup moins développées que la langue française. Je rappelle que la langue française, c'est quand même l'une des deux langues de travail des Nations Unies, avec l'anglais. L'allemand est une langue quand même qui est peu utilisée. Et la Russie, la Russie, c'est dans le monde, c'est dans toute la Russie et puis dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, un petit peu dans les pays de l'Est, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc la langue française est beaucoup plus développée au niveau mondial. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que ça vous rappellera peut-être, ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'il y a eu
nous avons mené un combat en 2013, c'était il y a 12 ans, en 2013, il y a eu une dame qui s'appelait Madame Geneviève Fioraso, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, et qui a lancé une loi, un projet de loi qu'on a appelé la loi Fioraso, dont l'objectif était d'autoriser l'enseignement dans les universités françaises et dans les grandes écoles françaises dans une langue étrangère. Ce qui est contraire à l'article 2 de la Constitution, puisque l'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français. Et donc il y avait eu une bataille un petit peu homérique, enfin il y avait eu une bataille entre Madame Fioraso, le gouvernement, et évidemment, bien entendu, tous les partis du système, tous les médias du système, et puis quand même quelques-uns qui regimbaient devant ça. Il y avait eu, je crois, une quarantaine de députés socialistes qui n'avaient pas voulu voter ce projet de loi Fioraso. Il y avait M. Pouria Amirchahi, qui est un socialiste d'origine iranienne, comme son nom l'indique, qui était vent debout contre cette loi. Et moi, j'étais en tant que l'UPR, on était encore petits à l'époque, mais en fait, nous étions opposés à ce projet de loi, parce que nous considérions qu'en fait, quand on disait que l'enseignement en langues étrangères, c'était évidemment une hypocrisie, pour ne pas dire l'enseignement en anglo-américain, ça n'allait pas être un enseignement dans une des langues vernaculaires de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ni en japonais, ni en telugu, ou en serbo-croate. Non, c'était bien de l'anglais qu'il s'agissait. Et donc, nous avions dit que c'était finalement donner des gages à une culture dominante et qu'on n'a jamais raison de donner l'impression de se renier. J'avais expliqué, je me rappelle, il y avait une émission sur Canal 27, je crois, à l'époque, où j'avais été avec Christophe Ondelat. J'avais été invité, puisque j'étais davantage invité à l'époque que maintenant. Et il y avait eu un débat avec notamment le recteur de l'université de Toulouse 3. Il y avait eu également un journaliste du Monde. Et il y avait eu Madame Calixte Beyala, qui est une romancière camerounaise, et qui avait été là. Et j'avais développé mon point de vue, c'est que nous devions absolument défendre bec et ongle l'enseignement en français dans l'université française, parce qu'à partir du moment où on commencerait à enseigner en anglais, ça serait le début de la fin. J'avais d'ailleurs dit au passage que pour enseigner en anglais, encore faudrait-il qu'on ait un corps professoral qui parle un parfait anglais, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et que j'ajoutais aussi que lorsque des étrangers choisissent de venir étudier en France, c'est aussi pour apprendre la langue française. Parce que si c'est pour apprendre l'anglais, ou si c'est pour avoir des cours en anglais, ils préfèrent directement, comme dit le proverbe, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ils préfèrent aller directement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, c'est d'ailleurs ce qui se passe, plutôt que d'aller en France, que d'entendre dans une université, j'imagine à Toulouse, des universités, tous les professeurs toulousains, ou bien tous les professeurs strasbourgeois, ou bien amiénois, ou je ne sais pas où, parce que Mme Fioraso et Damien ne parlent pas forcément un parfait anglo-américain. Voilà. Alors, cette loi avait donc été votée. On m'avait, là aussi, moi et l'UPR, nous avions été traités évidemment de vieux schnock, de ringards, et c'est ça, que nous étions contre la modernité, que nous n'avions rien compris. Et j'ai retrouvé le texte qu'avait écrit Madame Fioraso pour présenter son projet de loi, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire avec vous pour comprendre quelle est l'erreur de raisonnement qui se cache derrière. Je vous lis en gros ce qu'elle expliquait. Dans un long document, qui était un document officiel. Nombreux sont les étudiants de pays étrangers attirés par la France, mais l'obstacle linguistique dans les disciplines scientifiques, économiques et commerciales les empêche de venir. Au nom de quoi priverions-nous nos étudiants de contact avec des étudiants indiens, brésiliens, coréens ou indonésiens qui aujourd'hui ne viennent pas à cause de l'obstacle de la langue ? L'organisation d'enseignement en langues étrangères dans nos universités, en langues étrangères au pluriel, c'est une hypocrisie, c'était un mensonge. Il s'agissait d'en faire d'un enseignement en anglais, que propose de faciliter la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'était la loi ESR, a notamment pour objectif d'apporter une réponse à la demande exprimée par les étudiants des pays émergents. Pour attirer davantage d'étudiants internationaux, nous ne devons pas faire de la maîtrise de notre langue un a priori pour la mobilité. Certains enseignements seront délivrés en anglais pendant la première partie des études de ces étudiants. Ce que nous voulons, c'est accueillir des jeunes qui ont une envie de France, des francophiles, pour qu'ils deviennent des francophones. Voilà, alors ça c'est vraiment intéressant,
Parce que c'est exactement ce qu'on appelle un faux raisonnement. Et les événements ont tranché depuis 12 ans. Depuis 12 ans, la France dégringole. Voilà. C'était censé attirer des Indonésiens, des Coréens, etc. Résultat, on dégringole encore plus vite. Voilà, on est tombé à la 7e place. Pourquoi c'est un faux raisonnement ? Parce que les Coréens, les Chinois, les Indonésiens, les Brésiliens, quand ils viennent en France, ils viennent en France. Ce qu'ils veulent, c'est une envie de France, comme c'est mis d'ailleurs dans ce texte. Ils n'ont pas envie d'entendre des enseignants leur baragouiner dans un anglais de bazar. Ils ont envie de connaître la culture française, mais la langue française. Et c'est un effort. On est dans une situation en France, de façon générale, où toute notion d'effort est considérée comme haïssable. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs on est en train on a désintégré notre enseignement. Allez donc dire qu'il ne faut pas faire d'efforts dans tous les pays confucéens de la planète. Allez donc dire aux Chinois, aux Japonais, aux Coréens, qui sont d'ailleurs les peuples qui ont les plus forts taux de QI, de quotient intellectuel, et qui sont actuellement à la pointe de la recherche mondiale, allez dire aux Chinois que leur langue, leur écriture est beaucoup trop compliquée, qu'il faudrait tout supprimer, et qu'il faudrait... Voilà. Allez leur dire. Ils ne le feront pas, et ils auront raison, parce que, effectivement, ça nécessite un effort, et l'effort est la mère, justement, de l'intelligence, du progrès humain, du progrès des sciences. Et d'ailleurs, il y avait des scientifiques. Je rappelle que Claude Allègre était intervenu dans le débat qu'il y avait eu en 2013 pour dire un petit peu la même chose que moi. Claude Allègre, qui était un grand linguiste, expliquait justement que à partir du moment... rien ne serait pire dans le monde que d'avoir des scientifiques qui parlent tous la même langue. Puisqu'une langue, ça véhicule une vision du monde, ça véhicule des raisonnements. On ne raisonne pas, on ne voit pas le monde de la même façon lorsque l'on parle en français ou lorsque l'on parle en anglais. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, par exemple, sur les affaires de genre. Vous savez que la langue anglaise, l'anglo-américain, ne connaît qu'un seul genre. On dit « a man »,« a woman »,« a boy »,« a girl ». Comme par hasard, c'est le pays où s'est épanouie, justement, l'idéologie transgenre. Alors que nous appartenons à un rameau qui sont les langues latines, qui sont au contraire des langues extrêmement genrées. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Donc la question, et on pourrait dire des tas de choses aussi sur le japonais, le chinois, l'indonésien, etc. Le résultat des courses, c'est que les étudiants, ils votent avec les pieds. C'est-à-dire que plutôt qu'ils venaient en France en 1980, on était la 2e destination mondiale. C'est pas parce qu'on donnait des cours d'anglais, c'est justement parce qu'on n'en donnait pas. C'est justement parce que la France était, en 1980 encore, une puissance rayonnante culturellement, et que beaucoup d'étudiants à travers le monde ne voulaient pas du tout anglais, ne voulaient pas du tout américain, voulaient au contraire se former à la langue de Molière, de Balzac, de Victor Hugo, à la langue de Louis XIV, de Clémenceau, de Charles de Gaulle. C'était ça qui intéressait les gens. Ça n'était pas d'aller en France pour apprendre un anglais de cuisine. Voilà ce que je voulais dire en préambule de ces questions de ce soir. Les faits ont tranché. Madame Fioraso et le gouvernement qui l'a promue avaient tort. Voilà. Et que si on veut attirer des étudiants étrangers en France, il faut tout simplement redonner de l'excellence à nos enseignements et non pas essayer de courir de façon finalement un peu enfantine pour essayer de singer l'oncle Sam. Dans une vidéo précédente, j'avais annoncé la décision des Pays-Bas de fortement restreindre l'offre universitaire de cours en anglais pour de nombreuses raisons. Mais nous voyons que dans l'esprit de l'auteur de l'article qui s'affiche à l'écran, il désapprouve une telle mesure et il rapporte le fait que des étudiants étrangers, ignorant le hollandais, partiront du pays sans faire remarquer que, comme en France, l'offre universitaire de cursus en anglais nuit en définitive aux intérêts du pays et n'attire que les étudiants suffisamment médiocres pour ne pas avoir été admis dans les universités des pays authentiquement anglophones. La 4e nouvelle concerne l'Angleterre qui, bien qu'elle devance la France en nombre d'étudiants étrangers, est sur une pente qui préfigure son effondrement. Je voudrais ainsi vous faire écouter un observateur originaire d'Algérie et qui vit et travaille en Angleterre depuis de nombreuses années. Il constate une énorme dégradation du tissu économique et il note l'importance d'une idéologie mortifère qui préside à la manœuvre des dirigeants de ce pays et qui s'apparente à une véritable hérésie. Cet intervenant, qui est assez prolifique sur YouTube,
a pris le sobriquet d'aldostérone. Écoutons-le. Mes amis, bien le bonjour. Le gars que vous voyez sur la photo ici, il s'appelle Lakshmi Mittal. C'est un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Mittal, ça vous rappelle quelque chose? ArcelorMittal, bien sûr, c'est son nom qui est dans cette entreprise. C'est le géant de l'acier. Le Royaume-Uni, de nouvelles cette semaine. On est dans une phase, on va dire, terminale de l'effondrement. Si je devais faire cette vidéo dans un mois, je vous dirais des choses plus graves encore. Ça signifie, on n'est plus dans une descente progressive vers les bas-fonds. Cette fois-ci, c'est la grande accélération. Monsieur Mittal, eh bien, il va quitter le Royaume-Uni. Il n'est pas le seul. On a du milliardaire à la fin de ménage. Tout le monde est en train de partir. On a un exode massif de ce pays. Le Royaume-Uni est devenu cette semaine le premier pays du G7 à ne plus pouvoir fabriquer son acier. Le Royaume-Uni fabrique plus de l'acier. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, si on prend l'index de compétitivité des pays de l'OCDE, eh bien, le Royaume-Uni est à la 30e position. Et il va glisser, progressivement, en train de glisser vers les bas-fonds de celle-ci. Il est en train d'aller vers la position 35-36. Ça signifie pire que le Royaume-Uni. On va retrouver la France, pire que le Royaume-Uni. On va retrouver, je sais pas moi, il faudra aller jusqu'en Colombie pour trouver des pays qui ont des pratiques agressives, anti-travail, anti-création d'entreprises, anti-croissance. Et ça, alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est de l'incompétence? Je pense que le Royaume-Uni a fait le choix d'être un pays pauvre. On n'a pas consulté les Britanniques, mais c'est de nouveau pauvre, c'est de nouveau tiers-mondiste. C'est une planification. Je ne crois pas à l'accident, c'est fait exprès. Beaucoup de choses sont en train d'accélérer la chute. Premièrement, ce qu'on appelle le programme Net Zero. Net Zero, c'est pas juste une conversation, c'est pas juste un projet au contour vague, un projet qui change d'un ministre à l'autre, non. Le net zéro, entendez net zéro carbone, donc le pays veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et il veut l'atteindre à marche forcée. C'est obligatoire, dans le sens où il y a une loi opposable. Ça signifie que le pays s'est condamné par ses propres lois à la désindustrialisation. Il n'a plus le choix. Il doit se désindustrialiser. On a mergé avec l'Ukraine. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a mergé avec un pays avec lequel on n'a pas de frontières, il n'y a pas la même langue, il n'y a pas d'intérêt culturel, il n'y a pas d'intérêt historique, mais pour le moment, on a signé des accords opposables, des accords sur de la pierre, qui vont sur 100 ans. Et on est en train de payer les retraites en Ukraine, le salaire des fonctionnaires, on est en train de payer les armes, on est en train de payer le fonctionnement de l'État, on est en train de distribuer des milliards, alors que nous sommes un pays extrêmement endetté et qui ne produit plus rien et dont les recettes fiscales sont en plein effondrement. Pour vous donner un exemple, le top 1% des riches ici, des grands revenus, payent 30% des impôts. Donc le tiers des impôts est payé par 1% des tops les plus riches. Si on prend les 10% top les plus riches, ils payent 60% au total de l'impôt. Donc, quand vous avez un riche qui part, vous perdez l'équivalent de milliers de foyers fiscaux. Et l'avantage de ce riche, c'est que c'est un foyer fiscal avec un revenu d'année en année qui est cohérent, qui est toujours là. Donc, il y a un revenu fiscal solide. Alors que si on regarde plus bas chez les salariés, vous pouvez avoir quelqu'un qui paye, et puis l'année prochaine, il n'a plus d'emploi, ou l'année prochaine, il a été rétrogradé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les grosses fortunes, des fois, depuis des générations, payaient des sommes élevées. Je suis pas en train de les défendre, je suis pas en train... Voilà, mais il faut savoir une chose, que là où on leur déroule du tapis rouge ailleurs, on est en train de leur dérouler une feuille d'imposition ici. C'est simple. Et quand vous prenez ce gars-là de Mittal, moi je le comprends, parce que ici, mettons qu'il vive à Londres, je veux dire, rien ne lui garantit que son fils ou sa fille ne se fera pas agresser par des voyous à Londres. Londres est en train de devenir un coupe-gorge. Je veux dire, la qualité de la vie, l'insécurité, l'inflation, la qualité de la vie en général, même si des gens très riches comme ça peut-être ne sont pas directement touchés par l'inflation, ils s'en foutent complètement, c'est peut-être pas quelque chose qui les touche, mais ce qui les touche, c'est la dégradation du cadre de vie, l'hostilité envers la création, l'hostilité envers la réussite, parce que plus on s'enfonce dans la misère, plus la population cherche des coupables. Et aujourd'hui, le coupable, c'est les gens qui créent, c'est les gens qui sont riches, on considère que c'est eux qui nous ont volé. C'est un peu comme ça que les gens voient ça.
Vous voyez des fils sur Twitter, par exemple, où des gens disent, si on taxait les riches de tant de pourcents, eh bien, on pourrait résorber complètement notre déficit. Oui, mais et ce genre de tweet, et c'est ça qui est inquiétant, et ça vous donne quand même le sentiment général, c'est que des fois, ils sont likés des milliers de fois. Ça signifie qu'il y a des personnes qui croient qu'on peut juste aller braquer les gens et dire vous payez, et puis voilà, on prend cet argent-là, et puis on continue à vivre comme si de rien n'était. Et on fait quoi l'année prochaine? On va les rebraquer une deuxième fois, et l'année prochaine on va les rebraquer. Après ils croient qu'ils vont rester juste là, comme des pigeons dans un stand de tir, à attendre qu'on vienne les braquer, les rebraquer, les rebraquer. Et pendant ce temps-là, l'argent il est en train d'être gaspillé sur de l'idéologie, il est en train d'être gaspillé sur des guerres qui ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, je lisais un communiqué de la part d'une demande, pas un communiqué, mais une demande, une exigence de la part d'une vingtaine de parlementaires britanniques qui appellent l'État britannique à construire un aéroport dans le Cachemire. Je veux dire, aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de militer, bon, pour leur propre, pour le pays de leur cœur ou autre, mais c'est en train de, voilà, c'est atteint des proportions obscènes, je veux dire. Nous constatons ainsi l'inertie des opinions qui sont toujours en retard d'une époque et qui valorisent les stages et les études universitaires en Angleterre en dépit du fait qu'elles coûtent très cher, mais là encore, Dieu n'en aurait pas fait des moutons s'il ne voulait pas qu'ils soient tondus. Cependant, la mode qui consiste à croire que l'anglais est synonyme d'ouverture à l'international a la vie dure. Un correspondant m'envoie une photo de l'International School of Monaco, qui donc s'affuble des oripeaux linguistiques de l'esprit international et de la citoyenneté mondiale au moment où Chine et Russie s'affirment comme les nouveaux acteurs majeurs dans les domaines scientifiques et économiques. Mais qu'importe. La modestie n'est pas l'apanage des anglo-saxons qui dérivent leur force factice du caractère pusillanime de toutes les autres ethnies. Ainsi, quand et où aurait-on pu voir l'enseigne d'une école prétendument internationale rédigée dans une langue autre que l'anglais? J'invite les internautes qui visionnent ma vidéo à me le signaler s'ils en trouvent une seule. La 5e nouvelle nous vient du Canada, où Jean Chrétien et Jean Charest ont été sortis de la naphtaline. Suite aux déclarations de Donald Trump, qui veut faire du Canada le 51e État américain, l'ancien Premier ministre du gouvernement fédéral et l'ancien Premier ministre du Québec proclament la souveraineté indissoluble du Canada et arrosent de louanges ces loyalistes devenus Canadiens anglais qui refusèrent l'indépendance en fuyant vers le nord pour rencontrer les descendants de la Nouvelle-France qu'ils veulent maintenant rallier à eux contre l'insolent Trump, alors qu'ils les détestent, eux et leur langue. La 6e nouvelle se trouve sur l'image affichée à l'écran qui caractérise bien l'anglomanie du président français Macron qui n'hésite pas à évincer le français des événements prétendument internationaux qu'il organise dans sa capitale. La 7e nouvelle émane de l'ex-ambassadeur Albert Salon qui me signale que l'anglais est bien devenu langue de travail de l'Alliance pour les technologies des langues, organisme créé par la Commission européenne le 7 février 2024 et qui a son siège au château de Villers-Cotterêts, là où précisément François Ier fit du français la langue officielle du Royaume de France par son ordonnance du 10 août 1539. On voit ici affiché à l'écran un poème soulignant le ridicule de cette situation, mais le ridicule ne tue plus en France depuis longtemps, et plus particulièrement depuis le début de la présidence Macron. Avec la 8e nouvelle, je voudrais vous présenter une réflexion de l'économiste Jacques Sapir à propos de l'entretien entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et le vice-président américain Vance, et qui confirme pleinement ce que j'ai déjà dit à ce sujet. Oui. Ah bon, et c'est là où visiblement Zelensky s'énerve, persévère en réalité. C'est à partir de là où il va prononcer
cette insulte très grossière en Ouais. russe. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il ait recours à sa langue maternelle. Eh oui, Oui, eh oui. le russe, hein. Bon, il parle l'ukrainien. Je pense que tous les Ouais. Ukrainiens le comprennent sans problème, même si c'est pas un bon ukrainien. Il parle un ukrainien avec un accent russe Ouais. assez épais d'ailleurs, ce qui fait que j'arrive à comprendre environ 30 à 40% de ce qu'il dit en ukrainien. En russe, c'est pas la même chose évidemment. Et donc c'est là où ça dégénère complètement. Donc, et la deuxième erreur qui est assez fondamentale, il a refusé un traducteur. Ah oui. Or, ah oui, si vous voulez, et ça, si vous voulez, c'est une règle que je donne à vos Ouais. téléspectateurs, à vos auditeurs Ouais. gratuitement, c'est que dans ce genre de réunion, et je le sais pour avoir été moi-même envoyé dans des réunions Ouais. à l'OTAN au début des années 1990. Mmh. Vous devez toujours utiliser un traducteur. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas que vous connaissiez pas la langue, Mmh. mais le fait d'attendre que la phrase prononcée par votre interlocuteur vous soit traduite, vous l'avez comprise évidemment, si vous Oui. voulez. Bon, dans tous les cas, dans mon cas, il y avait pas de Ouais. problème, il y avait pas de souci, je parle anglais. Bon, ça vous donne le temps de réfléchir, Eh oui. si vous voulez. Ah oui. Vous Ah oui. vous vous ne réagissez pas Mmh. dans l'instant immédiat, Ouais. ça vous donne un minimum de recul. Et c'est Mmh. pour ça, en fait, qu'on utilise les traducteurs, parce que très souvent, si vous voulez, maintenant Mmh. les dirigeants des grands pays, en règle générale, s'expriment assez couramment en anglais, hein, Mmh. même si visiblement l'anglais de Zelensky, était assez faible. Mais bon, Mmh. ça c'est un autre point. Mais en fait, si on utilise les traducteurs, c'est avant tout pour établir ce filtre Mmh. et ce qui permet d'ailleurs, à toutes les personnes, hein, que ce soit Trump, que ce soit Zelensky, de prendre un minimum de recul. Et par ailleurs, c'est très important parce que si, vous ne maîtrisez pas parfaitement Ouais. la langue de votre interlocuteur, eh bien, dans ce genre de situation, il peut y avoir la nécessité d'utiliser une certaine finesse de vocabulaire et il vaut toujours mieux à ce moment-là utiliser sa propre langue. Au fil de mes investigations, et ce sera la 9e nouvelle, j'ai découvert un autre de ces organismes prétendument fédérateurs au niveau de l'Europe qui se nomme European Leadership Network. On ne sera pas surpris d'apprendre qu'il est en partie financé par les États-Unis. La coopération et les échanges entre États de l'Europe continentale ne remontent certainement pas à la création de l'Union européenne, mais cette coopération et ces échanges ont toujours reposé sur des besoins tangibles et des nécessités de bon voisinage. Avec le European Leadership Network, il s'agit d'attirer les dirigeants à s'y associer autour de thèmes discutables, mais surtout de rassembler des éléments hétérogènes afin justement de les homogénéiser autour d'une langue, d'une mentalité commune et d'idéologies semblables sous l'œil bienveillant de l'oncle Sam. Le European Leadership Network révèle que cette volonté d'effacer les nations, d'effacer leur langue et leurs particularités en commençant par leurs élites dirigeantes. Voici une liste partielle des contributeurs et aussi une brochette partielle des membres français de cette organisation dont on voit clairement leur lien étroit avec les États-Unis d'Amérique. Tout cela est à mettre en parallèle avec les Young Leaders de la French American Foundation ou les Young Global Leaders de Davos qui rassemblent les esprits reformatés par les institutions de l'oncle Sam, déracinés de leur patrie, de leur culture et de l'histoire de leur pays. Des bons petits caniches propulsés par une presse aux ordres à des postes de commande et dans lesquels ils se révèlent plus incompétents les uns que les autres. On se souvient que Trump a réduit drastiquement le budget de l'USAID, cette antenne gouvernementale vecteur de propagande auprès des organismes étrangers qu'elle finançait.
Mes recherches m'ont permis de localiser en France un équivalent qui se nomme l'AFD ou Agence française de développement. S'il y a de l'argent, là aussi jeté par les fenêtres, l'accent a été surtout mis sur des thèmes à la mode tels que définis par les États-Unis au sein de l'ancienne USAID. Quant à Trump, de l'Amérique au Golfe d'Amérique, son impérialisme linguistique est entré en action. Les efforts désespérés de Donald Trump en tant qu'expression d'une tentative destinée à rétablir l'hégémonie impérialiste des États-Unis s'expriment dans des termes linguistiques. Non seulement il impose une politique agressive de droits de douane, de protectionnisme, de nationalisme économique, il annonce des annexions de territoires comme le Groenland, le canal de Panama. Il humilie tous ceux qui lui sont soumis, comme l'Union européenne, l'Ukraine. Il traite ses laquais comme des chiens, Zelensky en tout premier lieu. Mais de plus, il implante, grâce à des décrets présidentiels, un certain langage, ce qui montre que la domination aussi bien interne qu'externe passe par l'imposition d'un nouveau langage destiné à essayer de montrer symboliquement qui est le maître du monde et à qui on doit obéir. Un nouveau langage peut-être, mais qui a aussi été maintes fois utilisé dans le passé. Cette tentative de Trump d'imposer cet autre langage se manifeste de plusieurs façons. Imposer de nouveaux termes pour évoquer des lieux aux États-Unis et hors des États-Unis, ou rétablir des noms discrédités qui avaient été changés. Le McKinley devenu Denali est redevenu McKinley, par exemple. Éliminer la page en espagnol du site de la Maison-Blanche. Exercer une répression ouverte ou souterraine contre ceux qui parlent espagnol. Et, non moins important, imposer l'anglais comme langue officielle de l'État fédéral. L'événement le plus médiatisé a été le changement de nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Parce que ce nom est beau et approprié pour cette étendue d'eau, a déclaré avec une ignorance arrogante le chef de la Maison-Blanche. Une étendue d'eau qui, par décret, semble appartenir exclusivement aux États-Unis, niant que 2 autres pays possèdent des eaux territoriales dans le Golfe. Cela nous sert à analyser sommairement 2 exemples linguistiques qui montrent que les dénominations en disent beaucoup sur la politique impérialiste. Le premier est le mot « Amérique » en tant que nom adopté par les États-Unis, et la seconde, le golfe du Mexique. Cela, en définitive, n'est guère nouveau. Les Anglais ont répandu partout en Occident le nom Everest pour le sommet du monde, alors que le nom original de la montagne en népalais est Samargata et Chomolungma en chinois tibétain. C'est bien sûr ici un autre exemple de l'impérialisme linguistique des anglo-saxons. Everest est en fait le nom de l'arpenteur géomètre qui a calculé l'altitude de cette montagne durant l'occupation anglaise des Indes en 1841. Une autre nouvelle qui mérite d'être mentionnée est l'action d'un étudiant français qui a réussi à faire condamner l'Université de Bordeaux pour l'emploi d'anglicismes totalement indésirables dans un établissement d'enseignement supérieur qui est censé faire le meilleur usage du français. L'étudiant faisait remarquer que les étudiants étrangers qui viennent sur ce campus n'apprennent rien du français parce que tout est traduit en anglais. Il avait eu l'occasion d'aller étudier en Espagne où il n'y avait aucune traduction de la signalétique. Bref, il a eu gain de cause auprès du tribunal et tous les affichages et mentions en anglais seront retirés par les agents de service de l'université. Toutefois, ce qui m'a le plus intrigué, c'est un article paru sur le site pressetv.ir. pressetv.ir est le site officiel de la presse iranienne à l'extérieur du pays. Ce site publie des articles en anglais et en français. On se souvient que l'Iran avait été invité à devenir membre de la francophonie institutionnelle après la révolution iranienne de 1979. Le gouvernement, dominé alors par l'ayatollah Khomeini, avait sèchement refusé
alors que, lors du règne du Shah Reza Pahlavi, une forte proportion des classes supérieures du pays comprenait et parlait un excellent français, et la France était alors très présente en Iran sur le plan économique. On se souvient aussi que l'ayatollah lui-même avait résidé en France, à Neauphle-le-Château, dans le département des Yvelines. Bref, ce qui m'a intrigué, c'est le titre de l'article « Journée de la langue française, : de langue de domination à langue de résistance ». L'auteur est un journaliste et analyste politique iranien basé à Téhéran. Après une langue de domination coloniale, principalement en Afrique, il reconnaît qu'elle est maintenant en passe de devenir une langue de résistance contre l'hégémonie et l'anéantissement de la pensée, contre la destruction de l'individu et l'asservissement du peuple. On estime que les pays africains francophones réuniront 700 millions d'âmes en 2050 et l'Afrique s'est maintenant engagée dans une entreprise de décolonisation de la francophonie et de la langue française pour en faire un objet de défense nationale et promouvoir des discours de résistance face aux velléités néocolonialistes des puissances impérialistes. Ce phénomène n'est pas nouveau puisqu'avec l'espagnol, on a assisté aux mêmes tendances en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je voudrais mentionner aussi un article intitulé « Guerre cognitive et comment l'affronter » qui est paru sur le site du réseau international. Cet article est intéressant et souligne les techniques propres à véhiculer une information qui doit s'imposer parmi les populations contre lesquelles est engagée une guerre cognitive. L'article, toutefois, présente une lacune, celle de dénoncer la sursaturation des nouvelles distillées par les grandes agences de presse anglo-saxonnes en Occident, ainsi que celles qui distribuent leurs informations en anglais dans les pays satellites de l'Empire états-unien, se conformant ainsi dans la forme et dans le contenu avec leurs homologues anglo-saxonnes. Enfin, je voudrais mentionner le mémoire de licence de ma propre fille qui a terminé l'année dernière son diplôme à Sibiu, en Roumanie. Son mémoire est intitulé « La théorie du métalangage sémantique naturel ». Un titre très académique, je ne vais pas développer son approche, mais son mémoire contient une foule d'éléments intéressants qui sont en rapport avec les thèmes couverts par mes vidéos. Ma fille a repris les travaux de Wierzbiska qui dénonce l'utilisation presque exclusive de l'anglais comme métalangage dans les études contemporaines dans les sciences cognitives et sociales. On appelle métalangage le langage d'étude de la langue en général. L'anglocentrisme, qui consiste à choisir l'anglais pour ce type d'études, a pour conséquence qu'on se retrouve corseté par les catégories, types et structures offertes par l'anglais, qui sont naturellement inappropriées pour étudier la diversité des langues humaines, entraînant ainsi une distorsion des perceptions que Wierzbiska qualifie de colonialisme conceptuel ou perception colonisée. Pour mieux comprendre l'ingérence de concepts anglo-saxons qui ont fait une irruption pas forcément bien accueillie dans les milieux européens et ailleurs, et qui sont charriés par la langue, on peut considérer le mot « sexe », pris à titre d'exemple. Ce mot existe à l'origine pour désigner la différence entre hommes et femmes, mais son sens a été élargi dans les 30 ou 40 dernières années. Having sex, en effet, s'est mis à désigner un rapport sexuel dénué de tout sentiment, de toute intention d'une relation durable, détaché de toute envie de procréer, sans connotation morale négative et potentiellement commercialisable. Nous avions les mots amour, luxure, libertinage, orgie, salacité, stupre, etc., mais dont les champs sémantiques ne sont pas les mêmes que sexe, introduit dans les 30 ou 40 dernières années, dans le sens que je viens de décrire. Ce concept nous est venu des États-Unis et ne recouvre pas nos propres concepts indigènes. En conséquence, nous avons dû aménager inconsciemment la signification du mot sexe et aussi nos attitudes comportementales. Pour les traducteurs et interprètes, ce mot sexe est un casse-tête, car il n'existait pas un concept semblable dans la plupart des langues européennes ou asiatiques.
On pourrait ainsi prendre de nombreux autres exemples prouvant que la langue est dépositaire de l'histoire d'un peuple, de son identité et de sa culture, ce qu'affirmait d'ailleurs Alexandre von Humboldt, dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. Pour Wierzbicka, chaque langue est ainsi dans une cage conceptuelle qui présente une certaine étanchéité par rapport aux autres langues et cultures. C'est pourquoi le monde ne peut absolument pas être décrit dans une seule langue, fût-elle l'anglais ou autre chose. La lumière avec laquelle on observe l'électron le dérange et on ne peut ni le situer ni l'étudier de cette manière. C'est exactement pareil avec l'anglais, pris ici à titre d'exemple. L'approche de la vérité ne peut se faire que par l'entreprise de plusieurs outils d'investigation, c'est-à-dire une approche nécessairement plurilingue. Je suppose que mon auditoire a entendu parler de Noam Chomsky, dont la principale contribution a été les grammaires de Chomsky très utilisées en informatique. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a donné un gros coup de pouce à Steven Pinker, qui a pris sa place au MIT dans sa chaire de linguistique avant de retourner à Harvard en 2003. Malheureusement, Pinker, qui ne connaît que l'anglais, nie les différences conceptuelles émergeant naturellement des différences de langue. Pourtant, c'est des pseudo-intellectuels de son acabit qui continuent à dominer les spécialistes contemporains de la linguistique. Il est plus que temps de changer de perspective. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous pensons qu'elles sont. Les représentations mentales sont différentes suivant les langues qui les sous-tendent. Encore une fois, les erreurs colossales d'appréciation concernant la Russie qui ont émergé dans les 3 dernières années sont à mettre sur le compte de l'ignorance quasi généralisée du russe dans les cercles dirigeants occidentaux. Ces erreurs ont coûté cher, très cher, et nous n'avons pas fini d'en estimer les conséquences. Le mémoire de ma fille aborde aussi la question de la volonté de Winston Churchill qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, appuie le projet du Basic English, qu'il entrevoit comme un vecteur de conquête plus efficace que la conquête militaire de territoire. L'imposition de l'anglais dans toute l'Europe continentale par les divers mécanismes que j'ai passés en revue dans mes vidéos précédentes, cette imposition est un véritable cheval de Troie pour altérer et modifier le caractère unique des diverses identités européennes. Ainsi, les langues européennes du continent perdent leur caractère distinct et leurs particularités et sont rabaissées toutes au même niveau et perdent par la même occasion leur capacité de faire évoluer de manière autonome les sociétés dans lesquelles elles sont parlées. La relative stagnation actuelle des divers pays européens est une conséquence directe de cet état de fait, qu'elle soit économique, scientifique et intellectuelle plus généralement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps, dans la vidéo numéro 43, de terminer la revue du livre de Karpelziev et aussi couvrir La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli, qui a un rapport certain avec les thèmes qui sont traités ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes québécoises. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce levé à la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Pensez à faire un don à Impératif Français dont le but est de redonner aux Québécois et à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Bonne fin de journée à tous.